Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour International, votre émission sur TV5 Monde, RFI, émission réalisée en liaison avec le quotidien Le Monde. C'est un peu un invité hybride que nous allons recevoir aujourd'hui. Jugez-en, il est cinéaste, l'un des plus célèbres d'Afrique, et c'est aussi, depuis un mois, un homme politique, puisque vous êtes ministre de la Culture de votre pays, le Tchad. Alors, Mahamat Saleh Haroun, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment peut-on tout à la fois rester un créateur, forcément libre, et être un ministre, forcément discipliné? Oui, mais écoutez, j'apprends, j'aime bien apprendre, j'aime bien faire les bleus, j'aime bien être en initiation, il me semble que c'est toujours une richesse, donc je vais essayer de me discipliner, mais cela dit, je crois que ce qui a séduit en moi, c'est quand même ma parole libre, donc je vais ne pas la brider, je vais essayer d'être tel qu'en moi-même, je crois que c'est le créateur tel qu'il est, qui a sans doute intéressé les autorités tchadiennes. Vous rejoignez un club très fermé, des créateurs dans le monde qui sont également ministres. On peut penser à Peck en Haïti, on peut penser à Gilberto Gil au Brésil, mais c'est quand même pas la règle du genre. Non, pas du tout. C'est pas la règle du genre, mais dans mon cas, c'est important en fait de l'accepter pour la simple raison que, comme vous l'aviez dit, je suis le cinéaste connu du Tchad et j'ai toujours cette éducation tchadienne qui consiste à dire que celui qui en a, celui qui arrive à s'en sortir, doit tendre la main en fait à ceux qui sont derrière lui. Donc je veux bien perpétuer cette tradition-là, cette culture-là, d'aider en fait ceux qui veulent, ceux qui rêvent de faire du cinéma, qui sont jeunes, qui n'ont aucune possibilité. Si moi je peux en fait partager un peu ce que j'ai pu avoir, c'est déjà ça. Alors, vous allez répondre aux questions de Sophie Malibaud de RFI et de Christophe Châtelot du quotidien Le Monde. Lequel de vous deux pose la première question? Vous évoquez votre pouvoir de création, votre liberté de parole. Est-ce que vous ne craignez pas d'être un peu limité dans cet exercice, sachant que le pouvoir d'Idriss Déby est très critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme? Il y a encore là, ces derniers jours, des dizaines d'étudiants qui sont en prison pour avoir manifesté contre le régime qui est en place depuis 26 ans. Est-ce que vous ne craignez pas de ne pas pouvoir dire tout ce que vous avez envie de dire? Non, je crois que non, ça ne me fait pas craindre cela parce que ce que je constate depuis que je suis ministre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de courage et il me semble que tout homme, en fait, a la possibilité, me semble-t-il, de dire non. En fait, on est doué de conscience, c'est important, et on est capable de dire non. On ne peut pas justifier les choses en permanence en se disant que on n'a pas pu parler, on crognait ceci ou cela. Je pense que je vais garder cette parole libre-là parce que c'est tout ce que j'ai, c'est juste ça que j'ai comme inaliénable. Et si je ne le sauve pas, personne ne le ferait à ma place. Donc je ne crains pas ça. Sophie Malibaud. Mahamat Saleh Haroun, vous parlez là en votre nom personnel en disant que votre propre parole ne serait pas limitée. Est-ce que vous estimez qu'il est de votre devoir, de votre charge, de faire respecter la liberté d'expression dans ce pays, la liberté d'information également, de défendre? Vous avez un rôle de ce point de vue-là? Vous savez, j'ai une formation de journaliste et j'ai travaillé pas mal d'années comme journaliste dans la presse quotidienne régionale, comme on dit, en France donc. Et oui, je me dis que je peux avoir accès, je peux parler. Et c'est important, vous savez, d'être de passer comme ça de la périphérie, quand on est artiste, ou de la marge au centre, puisque tout se passe au centre. Et si ma parole peut être entendue, c'est important. Moi, mon souci a toujours été l'image en fait du Tchad, non seulement à l'intérieur pour les Tchadiens, mais aussi à l'extérieur. Donc, je vais essayer de répandre cette parole-là pour essayer de sensibiliser qu'il est important, si on veut, notamment en tant que ministre du développement touristique, développer aussi le tourisme au Tchad. L'image du Tchad doit aussi correspondre à une image positive pour pouvoir en fait attirer des gens, parce que si l'image du pays est négative, il est difficile d'attirer des touristes.
Alors, je vais vous proposer justement de revenir sur l'une de vos créations récentes. Il s'agit de Hissène Habré, une tragédie tchadienne. Vous explorez ces 8 années terribles de votre pays. Vous avez rencontré de très nombreux témoins, d'ailleurs tortionnaires et victimes. Je vais proposer à nos téléspectateurs et auditeurs un extrait de ce document que vous venez de terminer, que vous projetez de par le monde. Et puis on essaiera de voir si l'exemplarité de ce procès d'un dictateur peut valoir pour d'autres situations. C'est en voyant les charniers découverts en 1990, quelques mois après la fuite d'Hissène Habré, que j'ai commencé à prendre conscience de l'ampleur du désastre. Selon la commission d'enquête nationale, 40 000 personnes ont trouvé la mort dans les prisons d'Hissène Habré. Pour ne pas laisser ces crimes impunis, Clément et d'autres survivants ont décidé de se battre pour réclamer justice. Mohamed Salah Haroun, vous avez donc tenté de comprendre ce qu'était cette période. 40 000 morts, Hissène Habré condamné à perpétuité par un tribunal au Sénégal. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé dans votre pays? Vous étiez en exil à l'époque, mais comment un génocide peut avoir lieu, qu'il ait lieu au Cambodge, qu'il ait lieu en Afrique? Est-ce qu'il y a une explication? Ou est-ce que ça vous reste incompréhensible? Non, il n'y a pas d'explication en réalité. Et c'est ça qui est terrible. La plupart des victimes, des rescapés de ce régime-là, souffrent de problèmes, mais vraiment psychiatriques énormes. Parce qu'ils ne comprennent pas la raison pour laquelle on les a arrêtés, raison pour laquelle on les a torturés, raison pour laquelle on leur a fait toute cette violence. Et il y a 2 jours à peine, j'étais avec Clément Abaïfouta, qui est le président de l'association des victimes, et il n'arrive pas à comprendre. Vous savez, quand on ne comprend pas ce dont on a été la victime, on n'arrive pas à dormir, et ça devient absurde à un moment donné. Plus ça devient absurde et ça devient quelque chose d'irréel et c'est invivable. Et malheureusement pour nous, vous savez, la violence qui est faite à ces gens-là, elle perdure dans la mesure où moi, en m'approchant de ces victimes-là, j'ai eu l'impression, le sentiment d'avoir été victime de cette violence parce que je prends en charge la mémoire de ces gens-là et cette violence, moi non plus, je ne sais pas quoi en faire. Et elle est là maintenant, elle est imprimée dans ma tête. Et pour tout vous dire, quand on a commencé le tournage de ce documentaire, les 3 premières nuits ont été difficiles pour toute l'équipe. On n'arrivait pas à dormir parce que c'était impensable. Sur le plan philosophique, ce sont des choses impensables. Donc les comprendre, c'est presque inhumain. Alors justement, vous parliez de Clément Abaïfoussa, qui est un peu le fil rouge de votre document. C'est cet homme à la tête de l'association des victimes des crimes qui s'exprime. Alors, je l'ai vu s'exprimer par ailleurs dans la presse et il estime qu'il y a encore dans les allées du pouvoir des hauts responsables de la DDS, de ce fameux service qui était la police politique, et il faudrait qu'il y ait encore des poursuites, que l'affaire ne se termine pas avec une condamnation d'Hissène Habré. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a eu une vingtaine de hauts responsables de la DDS qui ont été jugés à N'Djamena. Je n'étais pas sur place et qui ont été condamnés. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous avoue que moi, j'étais pas à N'Djamena pendant le règne d'Hissène Habré, donc ça, je l'ignore, mais je fais confiance à Clément et à son association. S'il y a encore des hauts responsables de la DDS qui paradent, de porter plainte, en réalité. Et comme il y en a eu 20 qui ont été jugés et condamnés, il est possible de poursuivre aussi les autres. Ce qui a été mis en avant lors du procès d'Hissène Habré à Dakar, c'est justement qu'il se passait à Dakar devant une chambre africaine. Si important pour l'Afrique que les Africains soient jugés pour des crimes universels, j'allais dire, donc soient jugés par des cours africaines. Est-ce que ça a une importance? Pas forcément à La Haye, par la Cour pénale. Pour certains, ça a une importance, pas pour moi, parce que les crimes n'ont pas de couleur, n'ont pas d'identité.
cette espèce de faux débat, en fait, initié par pas mal d'Africains qui se veulent intellectuels pour certains, de croire que les criminels africains devraient être jugés en Afrique par des Africains, c'est complètement, c'est comme on dit en anglais, pardon, hein, de le dire sur TV5, c'est un peu fake comme discours, comme raisonnement, c'est pas opérant. Je pense que dès qu'il y a crime, et dès qu'il y a possibilité de juger cette personne n'importe où, il faut le faire. Le plus important pour les victimes, je crois que quand on parle avec elles, peu importe que Hissène Habré soit jugé par des Africains, des Noirs ou en Afrique, ce qu'ils voulaient, c'est que justice soit rendue quelque part, qu'on entende leur souffrance et que celui qui leur a fait du mal puisse répondre de ses actes. Donc c'est vraiment des faux débats. Moi, je ne suis pas pour que les Africains, si cela est possible, très bien. Sinon, on ne peut pas attendre non plus le rythme africain. Déjà, le rythme de la justice, le rythme judiciaire, le temps judiciaire, il est assez lent. En Afrique, il est multiplié par 10. Donc, la Cour pénale internationale, le recours à la CPI n'est pas une perte de souveraineté pour les pays africains? Non, absolument pas. C'est pas une perte de souveraineté. Je crois qu'il faut faire attention parce que il y a des fois des leaders d'opinion ou des intellectuels qui se mettent en avant et qui trimballent tout le monde. Ou des dirigeants politiques. Ou aussi, des dirigeants politiques. Et je pense qu'il ne faut pas suivre. Je pense que la CPI doit exister. Et je suis triste de voir qu'il y a des pays qui se sont retirés de la CPI. C'est vraiment estimer que nos crimes doivent rester entre nous. C'est un esprit très mafieux que de penser que parce que c'est un Africain qui a tué un Africain ou qui a exécuté des milliers d'Africains, il vaut mieux le juger par des Africains. Ça suppose que les autres ne comprendraient pas, qu'il y aurait une explication essentialiste qui ferait que ces crimes-là ne pourraient être jugés que chez nous. C'est vraiment une insulte, je trouve, à l'intelligence et je trouve regrettable que des Africains développent un discours qui, pour moi, est proprement raciste. Il nourrit le racisme de croire que nous sommes une exception de l'humanité et que nos crimes ne peuvent être jugés que par nous-mêmes. Comme si on était dans une espèce de tradition qui ferait que les autres ne comprennent pas tout à fait et qu'il faut qu'on juge les choses entre soi. C'est scandaleux. Hissène Habré condamné à la perpétuité avec de lourdes amendes pour chacune des victimes. Est-ce que ça apaise le trauma du pays et des victimes que vous avez rencontrées? Oui, d'avoir été entendu, ça leur a fait du bien, mais je crois que les victimes s'étaient rendues compte d'une chose, c'est qu'elles ne rêvaient pas d'une condamnation, elles rêvaient d'explications. Elles attendaient que Hissène Habré parle. Ce qu'il regrette. Pas fait. Et qu'il regrette? Non, qu'il parle, tout simplement. À la limite, même, ils attendaient quelque chose, même une insulte. Il n'a pas assisté à son deuxième procès, on le rappelle. Oui, voilà. Mais pendant son procès, au départ, le premier jour, il avait refusé, mais après, on l'a forcé. Mais il n'a pas dit un seul mot. C'est une nouvelle violence, en fait, faite aux victimes. Et je crois qu'il s'attendait pas, elle s'attendait pas à ce scénario-là. Et donc, ça a été encore un nouveau choc, une nouvelle violence, apaisée un peu, mais le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout, parce qu'on attendait cette explication qui aurait pu venir en fait de Hissène Habré, et elle n'est pas venue. Donc c'est des gens qui l'ont encore amer en fait, parce que soudain il est condamné, ok, mais on n'a toujours pas d'explication. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le documentaire à certains moments, c'est que certains des bourreaux ont une attitude de rejet finalement de leur culpabilité. Ils se défaussent en disant qu'ils étaient des exécutants, etc. Vous pensez qu'il y a encore tout un travail à faire pour qu'il y ait une réconciliation possible? Oui, il y a tout un travail à faire, et vous savez, le projet est de faire en sorte que ce film-là, le documentaire, soit projeté en fait dans tous les collèges, qu'on fasse un peu le tour. Maintenant, c'est trop simple si je le faisais maintenant, mais en fait, la proposition a été faite bien avant que je ne devienne ministre, et il n'était même pas envisagé que je devienne ministre. Et maintenant que je suis ministre, si je mettais cela en œuvre, on dirait que, voilà, il est ministre et il essaie de mettre son film là. Mais sinon, l'idée a été proposée par le gouvernement de présenter ce film-là, d'avoir des débats pour, en fait,
faire prendre conscience que faire le mal, comme on l'a fait, est inenvisageable et que cela ne devrait pas se reproduire au pays. Et nulle part d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que cette diffusion est de l'ordre du réalisable, sachant que pendant cette période, ces années noires, Hissène Habré, l'actuel président avait également des responsabilités à l'intérieur des services de sécurité en tant que chef d'état-major du président pendant un moment. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que le chef de l'État veut que toute la lumière soit faite sur cette période? Oui, je pense, oui, parce que vous savez... l'idée venait du chef de l'État lui-même, hein. Donc après avoir vu le film et qui estimait que ce serait bien de le montrer partout aux jeunes, notamment dans les collèges. Et donc je pense que il y a sans doute des choses qui sont pas justes et qui ne sont pas vraies, qui circulent sur lui, sachant que le président de la République a lui-même perdu des frères, hein, qui ont été massacrés par Hissène Habré. Donc voilà, non, je ne pense pas que... Et délier la parole, ça aide aussi peut-être. Pour se réconcilier, il faut tout simplement que les gens puissent dire ce qu'ils ont sur les cœurs. Ça apaise. Voilà. Mais est-ce que vous l'avez entendu, le chef de l'État, à aucun moment parler de ces années qu'il a passées à ce moment, lorsqu'il était donc en charge des armées au service d'Hissène Habré? Est-ce qu'il s'est exprimé là-dessus? Est-ce que lui aussi n'a pas un rôle à jouer dans cette expression? Écoutez, je ne sais pas s'il s'est exprimé parce que je n'ai pas suivi tout cela, donc j'ignore s'il s'est exprimé un jour ou l'autre. C'est fort possible, mais pour ça il faudrait peut-être faire des recherches. Mais je vous Pour avoue, votre documentaire, vous n'avez pas essayé de le faire participer? Non, parce que le documentaire a pris vraiment le parti de donner la parole seulement aux victimes, à ceux qui étaient vraiment à l'intérieur même du système et qui ont subi la violence de la DDS. Mais je ne voulais pas une autre parole que celle-là, en fait, juste parce qu'il fallait raconter l'horreur de l'intérieur. Alors Mohamed Salah Haroun, nous avons parlé de bien d'autres choses pendant le reste de l'émission, mais nous revenons sur des faits qui se sont produits il y a plus de 30 ans maintenant. Est-ce que ça reste l'urgence au Tchad, qui fait face au terrorisme, à l'extrême pauvreté, à des épidémies? C'est encore quelque chose qui maintient le pays dans cette mémoire, dans ce passé qui ne passe pas? Vous parlez du régime des crimes du régime d'Hissène Habré. À nouveau, il a été jugé, c'était il y a 30 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres défis? Je parlais du terrorisme, de la pauvreté, des problèmes de santé des Tchadiens. Absolument, il y a d'autres défis, mais je pense que c'est que pour avancer, il faut toujours éteindre en fait tous les feux possibles. Et ça, c'est parler, c'est évoquer. C'est pour ça que j'ai fait ce film-là. J'en parle aussi de cette période-là. Je parle de cette période dans mon roman aussi. Pour la simple vous êtes raison, romancier, j'ai oublié de le préciser. Oui, qu'on n'a pas pris en charge toutes ces questions-là et que pour avancer, on a besoin en fait d'éteindre les feux, mais comme il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer sous silence des choses parce qu'elles risquent de nous exploser un jour ou l'autre en pleine gueule. Donc, oui. Pardon, vous pensez qu'une nouvelle DDS, c'est impensable? On parle quand même de disparition, reprécision DDS. C'était la police politique, voilà. Donc le service de documentation. Est-ce qu'une agence nationale de sécurité n'est pas non plus capable de... Enfin, est-ce que c'est un passé révolu? Oui, c'est révolu. C'est révolu parce que quand vous dites cela, en fait, si vous parlez avec les gens qui ont vraiment été emprisonnés, torturés, sous Habré, si vous leur disiez cela, ils vous diraient non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des services de renseignement comme dans tous les pays, mais non, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible parce que Clément Abbaye Fouta me parlait d'une dizaine de cadavres enterrés tous les jours pendant 4 ans, pratiquement. Alors, nous avons beaucoup parlé de cette période. Nous allons vous interroger après la pause sur la situation ailleurs en Afrique, de vos projets culturels. Je crois notamment une école de cinéma. Et puis, nous reviendrons sur le contexte de l'actualité internationale. Ça, c'est dans 1 minute 30 exactement. Le temps de faire un point d'actualité sur l'antenne de RFI et de nous retrouver dans 1 minute 30 exactement.
Retour à International, vous êtes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, émission réalisée avec notre confrère Le Monde, notre invité Mahamat Saleh Haroun, cinéaste et ministre de la Culture du Tchad. On a évoqué cette double identité dans une première partie de l'émission. Nous avons oublié peut-être de préciser que vous êtes également en charge du tourisme au Tchad. Est-ce qu'on peut faire du tourisme, sachant que par exemple, les ministères des Affaires étrangères placent le Tchad comme zone rouge à cause de l'insécurité et à cause du terrorisme? C'est vrai, mais tout ça, on se dit que c'est pas définitif. Donc, on travaille pour le jour où le Tchad sera classé zone verte. Et ce jour-là, on accueillera à bras ouverts tous les touristes qui voudraient visiter ce pays, mais vraiment exceptionnel. On a des paysages uniques. Et quand on voit le site de l'Enedi qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est là où se trouvent les derniers crocodiles du Nil. Ce paysage-là, on dirait le commencement du monde. Et c'est extraordinaire. Si on pouvait arriver à ce qu'un jour on soit retiré de cette liste et qu'on puisse recevoir du monde, ce serait le plus beau cadeau. Mais on travaille sur ça. Le Tchad est parcouru par les mêmes mouvements radicaux que l'on rencontre dans la région Sahel-Sahara, phénomène du terrorisme, phénomène de Boko Haram. Comment, en tant que ministre de la Culture, vous pensez pouvoir participer à la lutte contre ce phénomène? Est-ce que la culture est un bouclier contre toute forme de radicalisme? Oui, on l'espère toujours en fait. On se dit que la culture pourrait être un bouclier contre tout, mais il y a toujours dans l'histoire des peuples en fait un moment de basculement où même la culture, même là où on a érigé des choses fortes sur le plan culturel, ben rien ne résiste. Je pense que ce n'est pas seulement la culture, c'est peut-être apporter des solutions sociales, comment prendre en charge la question sociale des jeunes, des plus pauvres, pour répondre à des questions mais très très concrètes. Et donc ça dépasse la culture, c'est une vision politique qu'il faut assumer, qu'il faut inventer pour essayer de faire reculer en fait cette menace-là. Parce que tout ça, si vous voulez, grandit sur le terreau de la pauvreté. Et pas seulement. Pas seulement, on voit aussi qu'il y a dans les rangs des organisations les plus radicales, des jeunes qui ont fait des études, c'est plus peut-être un manque de perspective sociale qui a un problème de pauvreté. Oui, mais le manque de perspective sociale, pour moi, ça revient à un problème de pauvreté, tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce problème de pauvreté, on pourrait alors envisager une perspective et ça résoudrait tous les problèmes. Mais enfin, tous les problèmes, non, mais culturellement, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur comment le vivre ensemble, sur qui nous sommes, sur une identité, sur la tolérance, sur des choses comme ça. Mais tout cela est vain par rapport en fait à la réalité, la dure réalité de certaines personnes qui attendent quand même des réponses concrètes à leurs problèmes sociaux. Justement, le Tchad est très très impliqué d'un point de vue sécuritaire et sur beaucoup de terrains du Cameroun jusqu'à la bande sahélo-saharienne, jusqu'au Mali. Ça dévore, le budget de la défense, c'est très lourd. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à vous en tant que ministre de la Culture? Est-ce qu'il reste quelque chose au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, justement pour que les populations puissent vivre dans des conditions décentes? Oui, c'est une très bonne question. En fait, il faudra poser la question à mes camarades de la santé et puis de l'éducation. Mais moi, je sais que la culture a toujours été le parent pauvre donc de tous les gouvernements du Tchad. Et je vais essayer de faire augmenter déjà le budget de la culture et du tourisme. Excusez-moi, vos deux projets à court terme, c'est une école de cinéma et une bibliothèque, pardon de le préciser, avec des livres, car il n'y en a pas. Oui, voilà. Oui. Le projet immédiat, c'est ça. On a une bibliothèque dont l'édifice a été construit il y a 5-6 ans.
bel immeuble et où il n'y a pas de livres, il y a des rayons. Et il n'y a pas un seul livre. Donc mon premier souci, c'est de garnir les rayons de cette bibliothèque. Voyez-vous, un ministre, ça peut servir aussi à ça. Donc rapporter tout simplement des livres et permettre à des jeunes, comme cela a été pour moi, c'est-à-dire d'aller dans une bibliothèque, emprunter des livres et découvrir des auteurs du monde entier. Donc c'est ça un de mes premiers... Je ne sais pas si vous avez suivi cette polémique qu'il y a, puisqu'elle n'est pas éteinte, entre la France et le Bénin au sujet d'œuvres d'art béninoises confisquées qui sont au Quai Branly et que la France visiblement ne semble pas très encline à vouloir rendre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Est-ce que vous vous dites mais on n'en finira jamais du colonialisme? Il faut rétrocéder. Est-ce qu'il faut rétrocéder ces œuvres? Oui. Est-ce que le Tchad est dans la même solution? Est-ce qu'il y a au Quai Branly, par exemple, des œuvres qui viendraient garnir quelques musées? Non, pas du tout. Non, le Tchad n'a pas d'œuvres, à ma connaissance, au Quai Branly, pour la simple raison que vous savez... C'est le musée des Arts Premiers, on le précise, voilà, le musée du Quai Branly. Voilà, et au Tchad, c'est qu'on a eu la rencontre avec l'ex-colonisateur a été très tardive par rapport à d'autres pays, tout ça. Et non, on ne nous a pas pillé tant que ça. Mais alors le Bénin a raison de demander ses biens? Bénin a raison de réclamer ce qui lui a été indûment. La France refuse. La France refuse. Donc c'est un problème entre le Bénin et la France. Mais il y a des choses qui sont soulevées, qui sont aussi... qui sont importantes, me semble-t-il, parce qu'on invoque l'idée que la conservation de certaines de ces œuvres demande aussi beaucoup d'argent et qu'il faut donc les maintenir dans des endroits à une certaine température et tout. Et ça pose la question très concrète qui est quand même posée à la plupart des États en Afrique, c'est par moment, est-ce qu'on a les moyens, mais tout simplement les moyens financiers de prendre en charge, ne serait-ce que par exemple les fonctionnaires. Combien de pays africains sont incapables de prendre en charge tout simplement pendant un an, par exemple, les fonctionnaires qu'ils emploient. Donc cette question d'être responsable face à ce qu'on possède se pose aussi pour le Bénin. Est-ce que le Bénin a préparé? Moi, je me dis que s'il y avait un conseil à donner aux Béninois, c'est de construire un lieu, de dire voilà, nous avons tout préparé, nous pouvons conserver ces... Les œuvres seront préservées, oui. Elles seront préservées dans un siècle, elles seront toujours les mêmes, et nous réclamons parce que nous avons préparé un lieu pour les conserver. C'est comme la justice internationale, c'est une question de subsidiarité. Est-ce que la justice locale peut? Oui. Est-ce que les services peuvent? Absolument. Pour revenir au contexte tchadien, vous rentrez dans un gouvernement qui est dans une tendance d'austérité. À la suite de la chute des revenus du pétrole, il n'y a plus d'argent dans les caisses et il y a de la grogne sociale très forte. Comment est-ce que vous pensez que la situation va se développer dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette grogne? Est-ce qu'il faut desserrer les taux? Est-ce qu'il faut... En fait... ce qu'on fait, c'est l'État, par rapport aux moyens dont il dispose, dit tout simplement, on réduit par exemple les primes de 50%, certains salaires de 50%, on a revu à la baisse même les salaires des ministres, donc personne n'est vraiment à l'abri de cette exigence-là. Et parce qu'il est arrivé à un moment où, avec les revenus du pétrole, on a distribué pas mal, on a augmenté pas mal les salaires. Je crois que pendant la période faste, on a quand même lâché près de 140% d'augmentation de salaire aux gens de la fonction publique. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'argent et on essaie de créer juste une sorte de cohésion, un rassemblement qui consisterait à dire voilà ce qu'on a, on est face à tel problème, est-ce que tout le monde est prêt à se serrer la ceinture ou pas? Mais c'est vraiment un nœud gordien, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je fais confiance
moi, je ne suis qu'un ministre du tourisme et de la culture, mais je fais Et de confiance, l'artisanat. voilà, je fais confiance au Premier ministre, au gouvernement, pour plancher, pour essayer d'apporter des solutions, sachant qu'on travaille depuis quelques mois sur les réformes institutionnelles. Il y a eu un haut comité qui a été mis sur pied pour travailler sur une nouvelle constitution, sur des réformes et tout ça. Et tout ça, en fait, va peut-être aboutir sur des solutions. Mohamed Saleh Haroun, vous êtes né en 1960, date de l'indépendance du Tchad. Lorsque vous entendez un discours fréquent, l'Afrique ne va pas bien à cause de la colonisation, du pillage qu'il y a eu. Et je voudrais vous demander ce que vous avez pensé de la phrase de l'un des candidats, Emmanuel Macron, qui a parlé pour cette colonisation de crimes contre l'humanité. Je ne sais pas s'il faut commenter les petites phrases des candidats aux Elle était pas élections petite, celle-là. présidentielles. Oui, mais elle fait parler de Macron et il est au centre du jeu. Non, c'est pas de lui dont on veut parler sur ce plateau. Vous vous en doutez bien, c'est de savoir si cette colonisation a été cet autre traumatisme pour une partie de l'Afrique. Enfin, oui, c'est un traumatisme, à l'évidence, c'est un traumatisme. 60 ans après. Oui, 60 ans après, non. Je me soustrais à cela. Je refuse, en fait, d'invoquer en permanence le colonialisme ou la colonisation pour, en fait, justifier l'état présent de pas mal de pays africains. Pour la simple raison que la question à poser et que pas mal de pays africains n'ont pas osé se la poser, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait ? On a été colonisé, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on fait quoi? On change le nom du pays, par exemple. La Haute-Volta, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Nous sommes sur ce territoire appelé Haute-Volta par quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un d'autre nous nomme. La première chose à faire, c'est de dire non, on va se nommer nous-mêmes. Donc il change de nom, il s'appelle Burkina Faso. Au Ghana, Gold Coast, on se dit non, ça veut dire quoi? Pour nous, ça n'a aucun sens. Le Dahomey, Ghana. etc. Oui. Vous avez une monnaie, le franc CFA, arrimé en fait au franc français, vous l'acceptez pendant 60 ans. Il n'y a pas à l'accepter, je veux dire, il se pose. Donc la question qui est présente, c'est face à ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'a pas fait. On passe son temps, et moi je ne veux pas faire partie de ce que j'appelle en fait le conclave des pleureuses qui passent leur temps en complainte en disant que la colonisation est responsable de tous les maux. Il me semble que, vous savez, il y a eu le Rwanda, quand un voisin coupait son voisin, qu'on m'explique en quoi la colonisation est passée par là pour que... On a dit que c'était notamment le choix d'un colonisateur d'une ethnie plutôt qu'une autre et qu'il y aurait ensuite eu ses vengeances. Oui, mais un homme a une conscience. Ouais. Que je prenne une machette et que je vous découpe, si vous créez je veux bien qu'on m'explique le lien qu'il y a. Est-ce qu'on n'a plus de conscience parce qu'on a été colonisé? Et qu'est-ce qu'on dit des Gaulois alors dans ce cas? Donc vous n'acceptez pas cette formule de crime contre l'humanité? Vous la réfutez? Je crois que c'est peut-être un peu exagéré, tout simplement. Je remets tout simplement la colonisation à un moment donné comme une espèce de désir de conquête. On a trouvé des populations et on les a considérées comme des animaux. Mais après les indépendances africaines, la France, en l'occurrence, a continué à jouer un rôle majeur dans ses anciennes colonies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, les relations franco-africaines vis-à-vis de son ancien précaré doivent évoluer? Si oui, comment? Est-ce qu'elles sont encore très déséquilibrées d'après vous? Ou est-ce qu'il n'y a pas besoin davantage d'émancipation, puisque cette émancipation serait déjà déroulée? Si, il y a besoin d'émancipation tout simplement, mais cette émancipation, elle ne peut venir en fait encore une fois que de l'Afrique elle-même. C'est-à-dire que moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'à un moment donné, l'Afrique a une parole et qu'elle peut la libérer. Et si elle entretient cette relation-là, c'est qu'elle le veut bien. Et elle y trouve des intérêts, ou les dirigeants, en tout cas africains, trouvent un intérêt à avoir cette relation-là. Vous voyez le cas du Rwanda, c'est un des pays où il se passe vraiment des choses. Là aussi, un changement, presque une rupture, qui passe par une sorte de révolution. Que fait le Rwanda après le génocide? On se dit, on va tout simplement changer de paradigme, on passe juste du français à l'anglais.
Il suffit de changer de langue pour en fait envisager le monde autrement. Et ce pays, Kigali, aujourd'hui, reste l'une des plus belles villes, la plus propre en Afrique noire. Et c'est lié à des petites choses. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est tout, en fait, au lieu de... Le traumatisme d'un génocide n'est souhaitable pour personne et structure sans doute énormément de toute façon le pouvoir rwandais actuel. Donc c'est... Oui, bien sûr. Sophie Malibaud. Mais vous trouvez que les interventions françaises militaires en Afrique, dans cette zone, vous qui dites maintenant il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes, vous trouvez que c'est exagéré, que la France en fait trop, qu'elle est trop présente militairement en Afrique? Non, elle n'en fait pas trop. Ce qui est triste et qu'il faut rappeler ici à nos amis maliens, c'est que le Mali n'aurait rien pu faire. Les Maliens n'auraient rien pu faire. Voilà un État qui n'avait pas les moyens, dont les soldats n'avaient même pas des balles, des cartouches. Sans la France, ce pays-là ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que le Mali est beaucoup plus avancé? Il n'est pas plus avancé, mais sauf qu'on aurait pu avoir tout simplement un État islamique et la répétition, c'est-à-dire de l'histoire arabo-musulmane de l'esclavage, parce que en fait, ce qui s'est joué au Mali, personne ne le dit, mais il faut le redire, c'est tout simplement peut-être avec l'appui des Touaregs ou tout ça, c'est tout simplement la répétition de l'esclavage tel qu'il a existé il y a plusieurs siècles par les arabo-musulmans dans cette région-là du monde. Il y a une autre intervention française qui prête beaucoup plus à controverse et qui concerne assez directement le Tchad, c'est la Libye. Oui. La chute du régime Kadhafi, à laquelle les Français ont largement participé. Est-ce que la situation libyenne vous inquiète et quelles peuvent être les répercussions directes sur le Tchad? On sait qu'il y a des communautés qui sont à cheval sur les deux pays. Est-ce qu'il peut y avoir au Tchad, comme ailleurs, le risque d'importer cette instabilité du voisin libyen sur votre territoire? Oui, il y a toujours ce risque-là. Vous savez, il y a quelques mois, on a fermé la frontière, en fait, avec la Libye. Elle a été rouverte depuis. Bien entendu qu'il y a un risque, mais encore une fois, et c'est peut-être là que l'Afrique a quelque chose à jouer, c'est comment, en fait, faire en sorte que son point de vue soit respecté, que sa parole soit entendue, mais vous voulez dire par là que les Français auraient dû écouter le président Déby quand il estimait qu'il ne fallait pas toucher à Kadhafi? Oui, on a touché à Kadhafi, on n'a pas réglé le problème, et maintenant, en fait, on se retrouve avec plusieurs pays qui sont, mais vraiment, qui doivent consacrer une très grande partie de leur budget pour tout simplement se défendre, et tout ça parce qu'on a eu un président français, un philosophe chroniqueur dans les médias, qui ont décidé qu'il fallait zigouiller Kadhafi. On l'a zigouillé et on n'a pas fait le travail après. Et on se rend compte que c'est un pays de tribus, la Libye, et voilà, maintenant, on est face à une menace. L'une des conséquences de ces drames qui sont produits dans ces pays, ce sont des phénomènes de migration massive. C'est aussi le thème de votre prochain film, Une saison en France. Comment est-ce que vous percevez la façon dont des pays d'Europe acceptent ou refusent totalement l'arrivée de ces migrants? Oui, je suis toujours étonné en fait que quand on se réclame par exemple d'une culture qui serait chrétienne, les racines chrétiennes de la France, comme on dit, que en fait l'accueil de l'étranger puisse poser un problème, parce que la chrétienté c'est quand même ça, c'est la place faite à l'autre, une assiette pour l'étranger, et je trouve dommage que en Europe le mot migrant ait pris autant d'importance, alors que la question qui se pose à un moment donné, c'est celle des réfugiés. C'est celle des gens qui sont des demandeurs d'asile. Et cette confusion, elle est voulue, entretenue quelque part pour que on noie le flot de réfugiés sous le terme de migrants, qui fait penser tout simplement à migration, à immigration, et je trouve ça un peu dommage. Et moi, dans mon film, je parle plutôt de réfugiés, et je rappelle dans ce film qu'en 1938, il y a eu une conférence à Évian,
où les démocraties, il y avait le même phénomène, un peu de migration, tout ça, venant des pays de l'Europe de l'Est, enfin Allemagne, Autriche et tout ça. Et à cette époque-là, à la conférence d'Évian, il y a un livre qui s'appelle La conférence de la honte sur ce sujet. Les démocraties ont tout simplement dit non et qu'ils estimaient qu'on avait atteint le point extrême de saturation et on avait fermé les portes aux migrants juifs et que j'ai l'impression qu'on assiste à quelque chose qui ressemble à ça. Et ce qui est aujourd'hui dangereux en Europe, c'est que ce qui s'est passé quelque part peut toujours se répéter et que l'Europe est donc porteuse d'une espèce de crypto-nazisme et qui peut revenir. C'est ça le danger. Le danger aujourd'hui, c'est pas la Syrie, c'est pas le danger pour le monde, c'est que en fait le crypto-nazisme se remette en place. Comment vous expliquez dans ces conditions que le président tchadien Idriss Déby ait reçu la candidate la plus réfractaire à l'immigration, Marine Le Pen? Parce que tout simplement, Marine Le Pen, malheureusement, elle est celle qui pourrait être en fait aujourd'hui, quand on lit les médias, quand on écoute votre radio, les médias français, c'est la seule personne qui est assurée d'être au second tour. Dans tous les sondages. Nous verrons. Oui. Dans tous les sondages, je veux dire, c'est la seule chose sur laquelle on peut se référer. Elle est dans tous les sondages, c'est la seule qui est assurée d'être au second tour. Par conséquent, il faut pas insulter l'avenir, c'est ça? Il faut pas insulter l'avenir? Non, c'est pas ça. Ça suffit juste pour la recevoir? Il y a Oui. 3 présidents au monde qui ont reçu. Il y a Poutine, Michel Aoun et donc le président tchadien Déby. Ce que je dis, c'est que... Ça vous a pas embarrassé? Non, ça m'a étonné peut-être, mais Ouais. pas embarrassé. Et je veux dire que c'est une invention française, Marine Le Pen. C'est 25% de l'électorat français qui met en avant cette femme-là. Donc c'est une invention proprement française et c'est un problème franco-français. S'il y a à lutter contre l'extrême droite, c'est pas en fait aux étrangers de lutter contre l'extrême droite, mais il est évident que tous les jours depuis que je suis ici, on parle de l'éventualité ou de la probabilité que cette femme-là se retrouve au pouvoir. Il y a même une théorie basée sur des calculs mathématiques où on se dit que si l'abstention est trop forte, elle pourrait profiter à Marine Le Pen si elle est face à Macron, qui est l'autre chose. Ou à quelqu'un d'autre. Oui, C'est très ouvert. ces électeurs sont ceux qui sont le plus déterminés à voter pour un candidat, celui-ci en l'occurrence. Absolument. Et Comme donc, on a certitude. il faut prolonger quand même cette réflexion ou ce raisonnement, c'est que si Marine Le Pen devenait présidente de la République, si l'extrême droite se retrouvait au pouvoir, et même aujourd'hui, le Parisien, par exemple, parle de la possibilité qu'il n'y ait pas un Premier ministre, parce qu'entre le moment où est-ce que Cazeneuve accepterait d'être le Premier ministre pendant quelques jours ou pas, si ces éventualités-là sont discutées dans les médias, la responsabilité de lutter contre l'extrême droite n'en revient pas aux étrangers. Enfin, elle revient peut-être aux Français eux-mêmes, mais pas aux présidents étrangers qui acceptent de Cette recevoir élection est très Marine Le Pen. suivie au Tchad? Non, pas beaucoup. Non, les gens ont vraiment d'autres chats à fouetter que de s'occuper, je pense, de... Pour le cinéaste que vous êtes et maintenant maintenant l'homme politique, Oui. il y a de quoi faire sur une telle situation, sur cette campagne par exemple. Oui, absolument. Mais vous savez, le cinéaste que je suis se dit depuis très longtemps que le cinéma, qui est pour moi en fait l'art de l'engagement, le cinéma français a déserté le champ politique. Et si la représentation, si le cinéma devient le lieu juste du rire gras, du rien du tout, du vide, et bien pour moi c'est cette désertion qui a ouvert la porte et qui nous indiquait des choses déjà sur le vide politique que je constate. Parce que là, il y a un vide politique qui est que j'ai jamais pensé voir en fait en France, parce que j'ai une très haute opinion de ce pays. Un mot, on verra d'autres films d'Haroun?
Oui, mais il y a une saison en France Oui, déjà. ça c'était. Vous l'aviez commencé avant d'être ministre, mais il y en aura d'autres. Mais écoutez, j'ai eu la chance d'avoir écrit un scénario bien avant d'avoir été nommé ministre et qui doit être entré en financement bientôt. Donc, d'ailleurs, mon premier ministre m'a dit que ce serait bien de jamais lâcher mon travail de cinéaste et de continuer à faire des films, même pendant que je suis ministre, parce qu'il m'a dit que, en fait, en politique, rien n'est sûr et rien n'est définitif. On peut vous le dire, ayant un peu d'expérience voilà. de la vie politique française et internationale. Ouais. Merci d'avoir été l'invité d'International, RFI, TV5 Monde et Le Monde. Et puis vous allez être un homme très occupé, donc merci d'avoir pris un peu de temps pour être sur ce plateau. Merci. Excellente suite de programmes sur les différentes antennes. Vous nous faites le plaisir de nous suivre.